Salut Rusty, on va parler Salut. des plus gros talents gâchés de l'histoire de l'UFC tout simplement, ou actuel en tout cas, Big Rusty. Eh oui. Mais t'inquiète, fais comme si j'étais pas là. Moi, je suis juste en train de boire cette délicieuse boisson au lit de réhydratation avec leur nouvelle saveur, dont le citron que je suis en train de Qu'est-ce qu'il est fort! Qu'est-ce qu'il est fort ce Big Rusty! Parce que holy moly, on vous le dit à chaque fois, ou presque, ils font des boissons de réhydratation, des boissons énergisantes et des thés glacés. Code LASUEUR5 pour votre première commande. Moins 5 €. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code LASUEUR10, moins 10%. Ça se passe sur tout. Holy moly! Il a même les glaçons pour rester au frais. Hey Jeffrey! Remets-nous des glaçons, s'il te plaît. Et donc voilà, comme ça, Big Rusty reste au frais. Et donc on va parler des plus gros talents gâchés, Big Rusty, tout en dégustant notre Holy Moly. Parce que oui, et là, quand on parle de talents gâchés, on va parler de plus gros talents sportifs, mais qui paradoxalement peuvent vous sembler être des talents gâchés. On va voir tout ça maintenant. C'est parti. Khamzat Chimaev, Conor McGregor et Thomas Spinal, aujourd'hui ils font partie des plus grandes stars du MMA, mais c'est vrai que paradoxalement, on peut se dire que ce sont de véritables talents gâchés, et avant toute chose, évidemment, on va rendre à César ce qui lui appartient. Merci à MMA On Point qui a fait la vidéo qui nous inspire aujourd'hui, Big Rusty, parce qu'on a trouvé ça extrêmement pertinent, parce que quand on pense talent gâché, même eux ils ont dit le plus gros gâchis, au-delà de talent gâché, le plus gros gâchis du MMA, ils ont mis Thomas Spinal, et c'est vrai que comme ça, c'est pas évident, alors que ce qui se passe, c'est vrai qu'on est en train de nous enlever du temps de Thomas Spinal. Et du temps alors qu'il est au maximum de ses capacités physiques. Là, il a 30 ans, Thomas Spinal. Et alors ça devrait être maintenant qu'il fait ses plus beaux combats et qu'il nous livre ses plus belles performances. Et on voit qu'il le fait. C'est-à-dire que quand il combat, comme son dernier combat là contre Sergei Pavlovich, il le fait. Et avec ses dernières apparitions, on est vraiment en mode, mais où est le plafond pour Thomas Spinal? On a rarement vu un poids lourd qui savait faire autant de choses et les faire aussi bien et qui terminait ses gars comme ça en moins de 3 minutes à chaque fois. Et pourtant, parce que politique de l'UFC et parce qu'il faut milquer un bon dernier pay-per-view avec John Jones, eh ben, on est en train de perdre Thomas Spinal. Et alors là, je sais que là, vous allez peut-être vous dire, donc Thomas Spinal, il a combattu en novembre 2023. Donc, enfin, ça fait quoi, 4-5 mois qu'il n'a pas combattu. Enfin, détendez-vous. En fait, oui, mais le problème, c'est, j'espère que ce podcast va mal vieillir, parce que s'il vieillit mal, ça veut dire que Thomas Spinal recombat cet été. C'est ce que je souhaite, mais c'est pas du tout vers là qu'on va, et c'est ce qui me fait peur, c'est que là, on va vers, grosso modo, un bouchon avec toujours ce fameux combat de John Jones contre Stipe Miocic, dont on ne veut pas, dont on ne veut plus, qui n'arrive pas. Il y en a un qui se blesse, c'est repoussé à fin 2024, peut-être 2025, c'est l'enfer. Et donc, potentiellement, Thomas Spinal, s'il doit attendre parce qu'il a la ceinture intérimaire, peut-être qu'il va attendre jusqu'à ce que ce combat-là se fasse pour avoir le gagnant, mais, ou même peut-être pas, parce que si ça se trouve, les deux vont prendre leur retraite, donc c'est encore pire. Et donc, il est possible qu'on ne voit pas Thomas Spinal alors qu'il est dans ses meilleures années, si ce n'est sa meilleure année là, parce qu'il revient de blessure, mais du coup, il fait les choses correctement. Peut-être qu'on ne va pas l'avoir pendant un an et demi, juste parce que l'UFC, c'est un choix politique, parce qu'il faut milquer un dernier pay-per-view, quoi. C'est quand même chaud. Tu sacrifies ta potentielle future superstar pour ça. Ce qu'on a déjà vu, Big Rusty, et c'est pour ça qu'on était plus que sur un seul gâchis, mais avec d'autres, par exemple, Conor McGregor, Big Rusty, on en parle à chaque podcast ou presque, mais c'est vrai que l'Irlandais est pour nous l'un des plus gros gâchis paradoxalement, parce que Conor, il a réussi à confirmer peut-être, oui, j'allais dire peut-être plus, oui, évidemment, plus que Thomas Spinal, mais c'est vrai qu'on a ce côté Big Rusty avec Conor McGregor. Vous êtes en train de voir mes petites notes que j'ai fait à l'écran qui sont terribles. Chaque fois que je regarde ça, j'ai envie de pleurer tout simplement. Entre avril 2013 et novembre 2016, Big Rusty, 10 combats. Et j'étais sympa parce que je vous ai pas pris depuis novembre 2016 jusqu'à aujourd'hui, donc à savoir quasiment 8 ans. J'ai pris octobre 2018, avril 2024, 4 combats pour Conor McGregor en avril 2024, et sachant
que les 10 qu'il fait entre avril 2013 et novembre 2016, il y a quand même un an où il est off parce qu'il s'est fait des croisés contre Max Holloway. C'est dire un petit peu le niveau d'activité qu'avait Conor McGregor à l'époque, et depuis, malheureusement, c'est un gâchis parce que ce qui a... Et on verra comment ça se termine, parce que l'avantage pour Conor, comme avec Thomas Spinal, c'est qu'on n'est pas à la fin de leur carrière pour les deux hommes, mais on pourra se dire que ce qui a fait que Conor est aujourd'hui richissime et qu'il est la plus grande star de tous les temps en termes de MMA, c'est ce qui a précipité sa chute aussi, car depuis les négociations, le début des négociations avec Mayweather, ça n'a plus jamais été le même, plus la même activité, et que même quand je fais les 4 combats depuis novembre 2016, et ben c'est encore pire quand vous prenez le résultat, parce que le résultat c'est une victoire contre Cerrone et uniquement des défaites, même si dans les défaites, il y a ce TKO par blessure face à Dustin Poirier, mais quand même, les chiffres sont là avec une victoire et 3 défaites. Et là encore, vous pouvez aussi dire, oui, mais Guillaume, est-ce qu'on peut parler de déclin quand tu perds face à Dustin Poirier et face à Khabib Nurmagomedov? Quoi qu'il en soit, c'est une victoire et 3 défaites. Bah, et puis le problème, c'est donc pourquoi est-ce qu'il y a eu ce manque d'activité de la part de Conor? Et bah, ceux qui n'étaient peut-être pas là à cette époque-là, même ou qui ne suivaient pas le MMA en 2018, 2019, 2020, etc. Ouais, il y a eu le Covid, mais même pendant le Covid, il y a eu l'UFC a été, enfin le MMA avec l'UFC a été un des premiers sports à revenir avec la Fight Island, etc. Et il y avait énormément d'opportunités sur ces 3 années-là, enfin 2018, 2019, 2020, 2021 même. Il y avait beaucoup d'opportunités pour Conor de recombattre, et c'est simplement, on n'a jamais eu le fin mot de l'histoire, mais l'UFC, en gros, de ce qu'on avait compris et de ce qui transparaissait un peu derrière les fagots, c'était qu'ils ne voulaient pas faire d'événements avec Conor McGregor s'il n'y avait pas de billetterie. Ça a été un peu l'explication qu'il y avait de pourquoi est-ce que, alors que l'UFC est active, ils ne mettent pas leurs plus grosses stars dans les starting blocks et dans la cage. Et donc, ça, c'était encore un choix potentiellement, si c'était bien ça, politique de la part de l'UFC. On avait eu à l'époque même la frustration de Conor McGregor qui disait, mais attendez, là, je suis prêt. Vraiment, il le disait texno. Il voulait sa saison. Prêt. Il voulait sa saison avec Justin Gaethje, avec Ferguson, s'il faut, etc. Il voulait combattre 3-4 fois par an. Lui le disait. Alors, bien sûr, entre ce qu'il dit et ce qu'il était possible de faire, peut-être qu'on se fait avoir un peu à l'esbrouf, peut-être qu'il y a de la fumée. Mais ça me paraîtrait quand même étrange d'avoir eu un Conor McGregor qui est connu pour ne jamais refuser de combat, pour combattre absolument tout le monde tout le temps, et ça, il a pu le prouver à personne, il l'a fait, d'avoir un Conor McGregor qui dit qu'il est prêt, qui dit qu'il veut combattre pendant plusieurs années de suite, et qui est mis sur le banc de touche. Honnêtement, en tant que fan de MMA, ça rend malade. Tu te dis, mais quelles sont les opportunités qu'on a loupées? Il y a eu un moment où Jorge Masvidal était au top de sa forme. Je crois que c'était juste après que... C'était un peu plus tard, après que Conor avait perdu contre Khabib Nurmagomedov. Il y avait des opportunités de faire un Conor contre Masvidal où on aurait eu des chiffres, mais pharaoniques, pardon, j'ai raté mon adjectif. Mais ouais, ça aurait été absolument incroyable. Et on l'a pas eu. Voilà, ben donne-les toi les adjectifs, j'aimerais bien t'y voir. Je sais pas, Maximo, non, non. Ouais, bah en fait, je pensais à Maximum, mais sauf qu'il y a pas, ça marche pas en fait. Je sais plus. Non, mais... Et entièrement d'accord, mais aussi, et même cette année 2019, où si vous vous souvenez, donc Conor McGregor, là je vérifiais ça, il signe un nouveau contrat de 6 combats avec l'UFC Conor McGregor, qui inclut le combat contre Khabib. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est à 4 combats et qu'il lui reste 2 combats sur son contrat, mais toute l'année 2019 aussi, où il aurait pu revenir. Il y a des choses qui font que il n'y a pas de retour de McGregor, et ensuite le combat contre Cerrone aussi se fait d'une manière où on est surpris un petit peu par ce retour-là. Finalement, on nous dit que oui, Conor, du fait de l'activité, il faut qu'il combatte régulièrement, et ensuite il y a la situation qui se passe, puisqu'il n'y avait pas le Covid à l'époque, où finalement on a un Conor McGregor qui ne combat pas sur l'année 2020, et aujourd'hui on est dans cette situation-là. Donc autant de choses qui font qu'il y avait tellement de possibilités de combattre pour Conor, parce que et c'est là aussi où c'est très dur du côté de l'UFC, même avec Thomas Spinal, cette situation, c'est quand vous voyez des Volkanovski, des Adesanya à l'UFC, et même Dana White le dit, quand vous voulez combattre, vous pouvez combattre. Et l'UFC nous a bien montré... Sauf quand t'es Conor. Exactement. Ouais. Et l'UFC nous a bien montré que
bah, quand vous êtes un champion actif, c'est totalement possible pour vous d'être présent régulièrement. Même là, toute proportion gardée à Alex Pereira, le run qu'il fait à l'UFC, il combat extrêmement régulièrement. Et j'ai même envie de dire trop régulièrement, parce que l'année dernière, quand même, il se fait mettre KO par Adesanya en avril, et il revient contre Jan Blachowicz au mois de juillet. Avec Rusty, on était en mode, bon, on voyait ça... Enfin... On se disait, ça peut très bien se terminer sportivement pour Alex Pereira, mais attention à pas faire une Tai Tuivasa où tu reviens un petit peu trop rapidement, surtout face à un gars qui a l'habitude de mettre des sales KO, comme Jan Blachowicz. Donc, il y a ça, il y a les cas Conor McGregor et Thomas Spinal où on verra ce qui peut se passer à la fin, mais où il y a eu tellement d'occasions manquées de la part de l'UFC, même si c'est vrai en tout cas pour Conor McGregor, et c'est juste là où moi je me mets aussi du côté de l'UFC, c'est vrai que depuis le combat contre Eddie Alvarez, oui, on n'a pas beaucoup de Conor McGregor, mais chaque fois qu'il revient, l'UFC maximise tellement financièrement, et lui aussi, qu'il y a peut-être ça aussi qui fait que à chaque fois l'UFC a besoin de temps pour préparer le retour de McGregor. Ouais, mais tu vois, si je me souviens bien, le combat contre Donald Cerrone, il s'était fait pas à l'arrache, mais c'était genre, on avait été prévenu un mois plus tôt ou un mois et demi. C'était. Ouais, oui, exactement. On avait été prévenu et sauf que le retour de Conor McGregor, et ils avaient pris 500 000 abonnés, je crois, sur le. Oui, sur ESPN Plus, quand ils venaient de lancer la plateforme. Exactement. Non, mais voilà, Conor McGregor. Et c'était pile, là aussi. Côté timing Big Rusty, c'est bien qu'on en parle, ils avaient pris soin aussi d'augmenter soigneusement le prix de 5$ juste avant le combat de Conor McGregor. Et évidemment, à ce pour niveau, les pay-per-view, c'était ça ? Pour les pay-per-view, exactement. Donc là, à ce niveau-là, n'y voyez aucun hasard entre le retour de Conor McGregor pile à ce moment-là. Évidemment qu'il profitait de ça pour augmenter le prix au global. Et puis Big Rusty, on voulait aussi parler de Khamzat Chimaev, qui lui, et là je pense que les gens, à mon avis, sont... Je pense peut-être d'accord avec nous au global là-dessus. Khamzat, il arrive 2 combats en 10 jours à l'UFC. 10 combats en 2 jours. Exact. 2 combats en 10 jours. Jamais personne n'avait fait ça dans l'histoire moderne de l'UFC, puisque avant, à l'UFC, il y avait des gars qui combattaient plusieurs fois en une seule soirée, donc de l'histoire moderne de l'UFC. 3e combat à l'UFC cette même année, mais depuis, la politique pure s'en est mêlée, et on a un Khamzat Chimaev qui, malheureusement, là on est dans une situation où les années passent, et oui, sportivement, on se dit que c'est peut-être le meilleur welterweight qui devrait être champion, mais malheureusement, ça ne peut pas bouger. Et en vrai, c'est presque encore pire, parce que Khamzat, on ne l'a même pas encore vu. C'est pas confirmé, mais c'est décrocher une ceinture ou faire des choses qui marquent l'histoire au-delà de la statistique. Ce qui est déjà énorme. C'est énorme déjà ce qu'a réussi à faire Khamzat, mais au-delà de la stat, là, vu qu'on ne le voit plus combattre quasiment parce que quand Guillaume dit qu'il y a des problèmes politiques, là c'est vraiment purement politique. C'est apparemment son affiliation avec Kadyrov en Tchétchénie qui fait qu'il est privé d'aller sur le sol américain, que son visa... qu'on ne donne pas à son visa la possibilité d'être accepté aux États-Unis. Et c'est probablement ça qui fait que ça complique, même quand il va au Canada, etc. Et ce qui est terrible, c'est que donc, on a un Khamzat où c'est pour l'instant le plus gros SI de l'histoire du MMA, à mon sens, parce que Léa Spinal, maintenant, il est champion intérimaire. Conor, il a été double champion, il a fait tout ce qu'il a fait. Khamzat, c'est peut-être un des plus gros talents que l'UFC n'ait jamais vu. On voit qu'il fait des trucs incroyables à chaque apparition, mais il combat pas suffisamment et pour le mettre sur un combat pour le titre directement sur ses prochains combats. Là, ça aurait pu se faire, mais encore une fois, ça prend du temps. On va probablement le voir en Arabie Saoudite à l'été. Mais voir combattre quelqu'un une fois par an, alors que ce quelqu'un n'est pas encore devenu champion et n'a pas encore confirmé, c'est un crève-cœur absolu. Moi, honnêtement, sur ces dernières années, Khamzat, là, pour l'instant, c'est mon plus gros regret, c'est le plus gros gâchis, à mon sens, mais qu'on n'ait jamais vu de l'histoire de MMA moderne. Il avait tellement de promesses et il ne combat tellement pas que moi, ça me dégoûte un peu. Et surtout avec Khamzat, Big Rusty, ce qui me fout le seum, personnellement, et c'est même lui qui l'avait dit avant le combat contre Kamaru Usman, il m'avait déjà promis le combat pour le titre en m'imposant contre Gilbert Burns. Kamaru Usman, souvenez-vous, Kamaru Usman, en cas de victoire contre Khamzat, il aurait eu le combat pour le titre. Donc ça fait 2 fois qu'Ousmane, ils lui promettent pas à lui, mais à celui qui l'affronte d'avoir le combat pour le titre, tu te dis, donc tu bats Kamaru Usman, qui est une légende parmi les légendes, tu bats Gilbert Burns, qui à l'époque était numéro 2, sortait d'une défaite, je crois, dans son combat pour le titre contre Kamaru Usman, qui était à l'époque champion welterweight, 2 fois qu'à ça, et surtout que t'es dans une situation où t'as même pas de visibilité, parce que à l'époque, c'est quand même...
il bat Gilbert Burns, ensuite il lui fout Nate Diaz, ce qui n'a absolument aucun sens. Finalement, il a le combat contre Kevin Holland où clairement, il y avait aucun suspense, il s'impose face à lui. Là, il y a le combat contre Kamaru Usman, et en plus, au-delà d'avoir, et c'est là où moi je trouve ça hyper dur, sportivement, même s'il devait y avoir Paulo Costa à la base, mais au-delà d'être dans une situation où on se dit, avec le changement de catégorie, puisqu'il n'a pas fait le poids à la base, et c'est pour ça que l'UFC, en plus, au-delà du côté politique, maintenant il y a ce côté à cheval entre deux catégories, puisqu'il n'a pas fini son histoire chez les welterweight non plus. Au-delà de ce qui se passe en termes de politique, je trouve pas qu'il y ait de sens et de destination précise de vers où ça va pour Kamaru Usman. Si encore, tu vois, on te promet, comme ça arrive avec un certain nombre de combattants, on s'en plaignait, mais tu vois, John Jones, on sait que quand il va revenir, sauf énorme surprise, il y aura Stipe Miocic. Khamzat, on ne sait pas. On ne sait pas si ça va être Adesanya, on ne sait pas si ça va être Sean Strickland, on ne sait pas si ça va être un combat pour le titre en Arabie Saoudite. C'est ça qui est hyper dur, tu vois. Si le mec revient pas souvent, Conor McGregor, au moins on sait qu'il va revenir contre Michael Chandler. Là, moi, ce que je trouve hyper dur, c'est que tu ne sais pas si ça va être en welterweight, tu sais pas si ça va être en middleweight. Paulo Costa, j'ai pas l'impression qu'ils vont le mettre contre lui. Je trouve ça extrêmement dur en plus pour les fans parce que au-delà du fait d'avoir un mec qui demande tout le temps à combattre, et je me souviens, il y avait même un mème Big Rusty qui avait les semaines dernières où en gros c'était une discussion hypothétique évidemment entre Dana White et Khamzat Chimaev où en gros c'était Dana White qui appelait Khamzat qui disait bon alors tu combats tu combats à l'UFC 300. See you soon. Non mais tu veux combattre ou pas en fait, s'il te plaît. Parce qu'en gros c'est vrai que les see you soon on y a droit à fond avec Khamzat Chimaev. Évidemment je pense que c'est pas de sa faute s'il ne combat pas, mais on est dans une situation de flou perpétuel et quasiment chaque mois, chaque semaine, on a des possibilités de combat pour Khamzat, mais on ne sait pas ce qui se passe. Tu vois, ou même de son côté, tu vois, qu'il puisse dire bon bah ça y est, ma catégorie c'est middleweight et soit faire un collab, d'être dans une situation où moi ce que j'aimerais, tu vois, c'est d'avoir un petit peu plus de visibilité sur la suite parce que j'ai pas l'impression qu'il ait complètement fermé la porte chez les welterweight. Je crois qu'il avait dit lors de la fight week contre Kamaru Usman, en gros, si je combats en welterweight, c'est pour le titre et rien d'autre. Mais ce qui a effectivement du sens au regard de ce qu'il a fait. Ouais. Mais le plus dur, c'est probablement pour lui, hein, parce que lui, j'ai aucun doute qu'il ne veut qu'un seul truc, c'est combattre tout le temps, tout le monde le plus vite possible et prouver qu'il est le meilleur de tous les temps. En tout cas, c'est ce qu'il veut prouver. Mais on se souvient que même quand il avait eu le Covid, ça l'avait rendu fou parce que du coup, il disait c'est peut-être la fin de ma carrière alors qu'elle a même pas commencé, etc. Là, il a l'air d'être en forme physiquement, il a l'air d'être là. On a eu son coach Alan Nascimento qui était en mode, c'est même pour ça qu'il a rendu sa nationalité suédoise pour devenir résident et avoir la nationalité pendant 10 ans, avoir son visa aux États Arabes Unis pour pouvoir justement que ça facilite les démarches administratives. Pour l'instant, ça c'est pareil. Ça fait peut-être, je sais pas, peut-être 7, 8, 9 mois qu'on a entendu cette déclaration-là de son entraîneur, qui est donc quelqu'un de proche pour Khamzat. Et on ne sait toujours pas où ça en est. Il y a peut-être que ça avance, peut-être pas, mais on n'en sait rien. Il y a le fait que les 3/4 des événements de l'UFC, donc j'ai fait le calcul tout à l'heure, littéralement les 3/4, je crois que c'est 10 sur 40, enfin, donc 32 sur 40, 32 événements sur 42 se sont faits aux États-Unis l'année dernière. Voilà, c'était ça. Donc, grosso modo, 3/4. Mais il y aurait des possibilités, donc, pour Khamzat, potentiellement, de combattre soit sur le territoire britannique, soit au Brésil, soit en France, si besoin. Mais même dans ces cas-là, ça ne le fait pas et il ne combat pas sur ces autres cartes-là. Ce que je ne comprends pas non plus. Moi, ce que je comprends, Big Rusty, et c'est, je pense, le problème aujourd'hui de Khamzat Chimaev, c'est qu'il est trop gros. Ouais, il est trop gros pour les Fight Night. Et donc là, à moins que, on va voir ce qui va se passer, parce qu'avec Big Rusty, on parle effectivement donc de l'UFC Fight Night qui est prévu le 22 juin prochain à Riyad, ou de l'UFC Fight Night qui est prévu le 3 août prochain à Abu Dhabi. Eux, c'est des cas différents parce que les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite payent énormément. Ils payent l'équivalent d'un pay-per-view pour pouvoir accueillir un événement UFC. Donc peut-être que là, l'UFC sera prêt à mettre une de ses plus grosses stars. C'est vrai que les autres Fight Night, comme ils ne payent pas suffisamment... Et ils veulent des stars musulmanes aussi, généralement. Exactement. Et comme ils payent pas suffisamment les autres lieux où il y a les Fight Night, je peux comprendre. Mais c'est vrai que
comme tu le dis, ou même l'UFC 300 qui est au Brésil, tu fais Paulo Costa contre Khamzat Chimaev, je pense que même aujourd'hui, tout le monde serait content d'avoir ce combat. Donc, t'as pas mal de situations qui pourraient justifier la présence, ou expliquer en tout cas la présence de Khamzat Chimaev, et que le gars puisse être actif plutôt que des occurrences comme on a aujourd'hui. On a vraiment l'impression que l'UFC, à la manière de Conor McGregor, ils n'attendent que le moment parfait où une situation qui ne rapporte qu'à l'UFC, parce que comme Thomas Spinal, je pense que Thomas Spinal, malheureusement pour lui, à voir évidemment, on peut se tromper, ça nous arrive, j'ai même envie de dire souvent, en tout cas je parle pour moi Big Rusty, Thomas Spinal, moi je pense que ça va aller très vite pour lui à partir du moment où il y aura eu Jones contre Miocic, mais d'ici là, oui, il est tributaire de ça, voilà. Ouais, et il ne peut rien faire, ou alors peut-être accepter de combattre Curtis Blades pour défendre sa ceinture intérimaire, ce qui serait ridicule. Donc c'est vrai que c'est là où on en est. Et pour ceux peut-être qui découvrent, j'espère que du coup le MMA, que c'est pas un podcast qui les aura trop rebuté, mais en gros la raison pour laquelle on dit que Khamzat ne peut pas être sur tout ce qui est Fight Night, etc. En fait, faut savoir que il y a des événements UFC qui sont les événements numérotés, 300, 301, 302, etc., qui sont là où ils mettent les pay-per-view et là où ils mettent leurs plus grosses stars. Et à côté de ça, il y a les événements qui sont ce qu'on appelle les Fight Night, qui sont des événements de moindre envergure de la part de l'UFC, où ils mettent généralement un relativement gros combat ou un gros combat ou en tout cas quelque chose qui plaît sur la scène régionale là où elle est. Par exemple, les UFC Paris, nous on surkiffe, mais le public international ne connaît pas nécessairement, à part peut-être les main events qu'il y a, les combattants français. Et donc, comme Khamzat Chimaev, c'est quelqu'un qui vraisemblablement vend des tickets, vend des pay-per-view et fait parler, et ben l'UFC, entre guillemets, puisqu'ils sont toujours dans une optique d'optimiser en termes de revenus financiers, bah, ils peuvent pas se permettre de laisser une de leurs stars qui rapporte sur des petits événements. Il faut qu'ils l'utilisent sur des gros. Et donc, bien qu'il y ait pas mal d'autres événements qui soient à l'étranger, ailleurs qu'aux États-Unis, comme ce sont généralement des petits événements, ils ne peuvent pas mettre une grosse star sur ce petit événement. Ce serait pas une bonne gestion des ressources pour eux. Et puis surtout, et pour préciser ce qu'a dit très justement Big Rusty, c'est que les pay-per-view, si vous n'avez pas la traduction, c'est l'achat à la carte. Et donc en gros, les gens sont obligés de payer en plus de leur abonnement. Par exemple en France, vous regardez, c'est comme si RMC, en gros, vous avez juste aujourd'hui, vous payez 20 balles par mois RMC, vous avez tous les événements. C'est pour reprendre le système américain, c'est comme si les Fight Night, vous les aviez avec votre abonnement RMC. Et si vous voulez regarder les UFC numérotés, vous étiez obligé de rajouter aux États-Unis, c'est 70 $ ou 80 $. Pour les pay-per-view ? Ouais, je crois que c'est ça. Enfin, je crois que c'est même plus que ça maintenant. Bref, vous êtes obligé de rajouter une somme en fixe en plus de votre abonnement RMC, donc 80 balles, 80 €, pour regarder un événement numéroté. Voilà, Big Rusty. Ouais, c'est ça. Et pour vous dire que l'UFC, eux, ça leur est égal. Hein. De toute façon, on le dit toujours, mais eux, la monnaie, ils la font, ils la sortent, ils la créent, il n'y a pas de problème de leur côté. C'est qu'on a même des choses qui s'étaient passées à l'époque. Et alors là, on parle de 2011, 2012, 2013, avant même Conor. C'est lorsqu'il y a eu la possibilité de faire Anderson Silva contre Georges Saint-Pierre. Les deux, à l'époque, étaient sur des runs monstrueux. Georges Saint-Pierre avait complètement balayé sa catégorie welterweight en moins de 77 kilos. Anderson Silva était sur le plus gros run, je crois, de l'histoire de l'UFC. Hein. C'est peut-être même encore à ce jour. C'est 16 victoires consécutives. Et il était en train de ruiner tout le monde en middleweight. Et ça faisait plusieurs combats. Je crois que c'était en fin 2012 ou un truc comme ça. Ça faisait plusieurs combats déjà, plusieurs années que tout le monde était en mode, mais c'est parfait. Ce sont deux champions, deux super champions. Ils ont fait le tour de leur catégorie. Est-ce que ce serait pas le moment de faire une rencontre entre les deux? Et ça ne s'était jamais fait. Et on se doutait de pourquoi, mais Georges Saint-Pierre l'a dit là récemment en interview, c'est tout simplement qu'en fait l'UFC ça ne les intéressait pas, ou alors ça les intéressait, mais ils n'avaient pas envie d'avoir à changer le contrat et d'adapter le contrat de Georges Saint-Pierre pour ce super combat. Et en gros, ils voulaient que Georges Saint-Pierre combatte Anderson Silva avec son contrat normal et régulier, comme il faisait avec tous ses combats normaux et qu'il faisait dans sa catégorie. Et du coup, ils n'ont jamais fait d'effort pour que le combat ne se fasse, en fait. Et comme ils n'ont pas fait d'effort financier, alors que ça en demandait, enfin, c'était un combat qui aurait vraiment tout explosé en termes de pay-per-view, parce que Georges Saint-Pierre était une star de pay-per-view en tout cas. Et ben du coup, ça ne s'était jamais fait. Et on n'a jamais eu ce combat qui était un peu appelé le Manny Pacquiao versus Mayweather du MMA. Et Pacquiao Mayweather, ça s'était fait à la fin, mais c'était des années trop tard, genre 10 ans trop tard. Anderson Silva, Georges Saint-Pierre, c'était ce cas d'école de la même manière, sauf que là, il n'avait jamais eu lieu du tout, quoi.
Jamais. Big Rusty, donc les prix des pay-per-view sont actuellement à 79,99 dollars aux États-Unis. Ah ouais. Ouais. Bref, je pense qu'on a terminé sur ce podcast des plus gros gâchis. N'hésitez pas à nous dire si vous en voyez d'autres potentiellement dans ceux qui ont percé au plus haut niveau. Hein. Évidemment, on ne parle pas des athlètes qui ont pu se blesser ou autre. Là, on était vraiment dans les plus gros stars. On se dit, on aimerait bien qu'ils soient un petit peu plus présents à l'UFC, Big Rusty. Mais pour vous dire, moi, le dernier truc avant qu'on se quitte, là, c'est moi aussi un des plus gros gâchis. C'est un combat plus qu'une personne, mais c'est le fameux Dustin Poirier Nate Diaz. Hein. Il y avait toutes les possibilités de le faire sur les 2 ans derniers, là, et l'UFC n'a pas voulu, ils étaient pas chauds, et ça ne s'est jamais fait. Et ça aurait été un combat, tout le monde le voulait. Tout le monde. Ouais, il y a même un moment où il y a eu un face-à-face entre les deux. Enfin, ouais, on a été à ça, les gars, à ça de l'avoir. Non, je suis d'accord, il y a des combats comme ça maudits. Hein. Même c'est quoi? Celui-là, tu vois, pour le coup, j'aurais bien aimé l'avoir. Enfin, le Chris Weidman contre Luke Rockhold 2. Ah ouais, là c'est un truc de niche là. Mais ouais, je suis oui, d'accord. non, mais parce qu'ils l'ont booké 2 fois à l'UFC. Ouais, à l'époque où ils étaient au top. Hein. À l'époque où ils étaient au top. Hein. C'est vrai que sinon. C'est vrai. Mais bref, les gars, en tout cas, on se retrouve très vite. Ciao! Sweet pea, my sweet protein, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. My sweet protein, Jamais. moins 30% minimum, surtout my sweet pea. Avec le code La Sueur, sponsor historique du podcast La Sueur, ils font des fringues, ils font des compléments alimentaires. Everything. Et des magnifiques t-shirts. On se retrouve très vite. See ya.